Bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris la décision d'interdire des diffusions, la station de télévision RLTV, au motif qu'il est en train de diffuser des émissions qui font l'apologie de la violence. Et une semaine après, vous avez vous-même demandé à ce que cette mesure, enfin vous avez pris la décision levant votre propre mesure. Est-ce que les raisons qui vous ont amené à le fermer ne sont plus de mise? J'espère que ces raisons ne vont plus se répéter. En tout état de cause, lorsque nous avons pris cette mesure, nous l'avons faite dans un souci de protéger l'ordre public, protéger la sécurité des habitants de ce pays, qui est une obligation du gouvernement de la République. Lorsque un média se met à appeler des gens à aller s'affronter à d'autres violemment et n'appelle plus à un débat d'idées, vous comprenez qu'on dépasse la ligne rouge et le gouvernement, en sa qualité de détenteur du pouvoir régalien pour le maintien de l'ordre public, se doit d'intervenir. Ceci se passe dans mon secteur. Il m'appartenait donc de prendre des mesures conservatoires nécessaires. J'aurais pu tout aussi bien saisir la justice pour demander que des poursuites pénales soient entreprises contre ce journal. Nous avons voulu commencer par cet sévère rappel à l'ordre. Ça a duré une semaine. J'ai reçu la haute direction de RLTV. Le promoteur de RLTV, qui est un politique, a été en discussion avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a soutenu leur démarche pour que nous puissions leur donner une seconde chance. C'est ce qui a été fait et j'espère que cela ne va plus se répéter, parce que si cela se répétait, je prendrais exactement la même mesure, si pas plus, c'est-à-dire demander à monsieur le procureur d'ouvrir une enquête et de déférer devant la justice. Alors, monsieur le ministre, chaque fois que vous fermez les chaînes de télévision, est-ce que vous ne prêtez pas le flanc à ceux qui disent que la RDC est un pays prédateur de la presse, un pays liberticide? Est-ce que ça ne ternit pas toujours l'image du pays? Cette critique ne tient pas la route. Je voudrais peut-être me référer à un événement d'actualité dans un pays que l'on dit de vieille démocratie, et qui est un pays de vieille démocratie, parce que beaucoup de principes que nous appliquons ici nous viennent de là, la vieille Europe, la Grande-Bretagne. Vous savez bien l'affaire qui défraye la chronique maintenant, avec le groupe de Rupert Murdoch, où on a même de grands journalistes. Rebecca Brooks, votre collègue qui dirigeait News International, qui a été arrêtée par la justice britannique. D'autres, comme Andy Coulson, qui était non seulement le directeur de News Corp, mais également porte-parole du Premier ministre, qui a été arrêté pour des délits en rapport justement avec la façon qu'ils avaient de diriger ou de collecter et de diffuser des nouvelles dans une entreprise de médias. Imaginez ce qu'il en aurait été ici, si c'est ici qu'on arrêtait des grands éditeurs, des grands responsables de médias. Non, le fait d'exercer la profession de médias ne met personne à l'abri de l'obligation impérieuse de respecter les lois, de respecter les droits des autres, de respecter l'ordre public et de ne pas attenter à la sécurité des personnes et des biens. Lorsque vous sortez de votre cadre et que l'exercice de votre liberté comme média porte atteinte aux libertés des autres, viole l'ordre public, menace la sécurité, il appartient à l'État, à travers ses pouvoirs, que ce soit l'exécutif, à travers la police, à travers le pouvoir réglementaire du gouvernement, que ce soit le pouvoir judiciaire, de vous empêcher de nuire aux droits des autres, de nuire à la sécurité ou de nuire à l'ordre public. Donc, c'est vieux comme tous les États du monde. Nous n'allons pas inventer la roue au Congo démocratique et dire que parce que nous sommes une démocratie, quelqu'un, parce qu'il exerce un métier déterminé, à savoir le métier de journaliste, peut violer la loi, peut appeler à la violence, peut organiser des choses de telle façon que des gens puissent s'entretuer sans que l'État ne lève le petit doigt. Il y a un État où cela s'est passé, c'est le Rwanda, en 1994. Je vous assure qu'il y a aujourd'hui des responsables de médias, du secteur des médias au Rwanda, qui croupissent en prison parce qu'ils n'ont pas pris la juste mesure de leurs responsabilités.
Vous aurez été le ministre de la Communication qui aura le plus fermé les chaînes de télévision. C'est-à-dire que sous votre époque, il y a eu plus de dérapage qu'avant. Non, je pense qu'il faut rapidement corriger cela. J'aurais été le ministre de la Communication qui a fait le moins fermé de chaînes de télévision. C'est la première, RLTV. Nous avons bien sûr eu ce problème avec RFI, qui n'est pas une chaîne de télévision ou de radio congolaise. C'est une chaîne de radio publique en France qui s'est rendue coupable de démoralisation de l'armée congolaise. Nous sommes là dans une sorte de problème géostratégique et nous avions dû réagir. Mais comme chaîne de télévision congolaise ou de radio congolaise, c'est bien la première contre laquelle une mesure aussi extrême a été prise par moi. Il y a eu des incidents ici, on accusait certains services d'avoir fait fermer, nous avons rapidement rétabli, mais ça n'avait rien à voir avec une décision du ministère, c'est bien la première, et croyez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai pris cette décision, mais il fallait qu'elle soit prise, parce qu'on ne peut pas laisser impunément des gens déstabiliser notre société. Ça n'a rien à voir avec un débat politique. Vous pensez qu'avec RFI, puisque nous y sommes, pensez que les choses ont changé? Est-ce qu'ils ont modifié leur ligne éditoriale? Est-ce que vous pensez que les choses ont changé de ce côté-là? Personne n'a demandé à RFI de modifier sa ligne éditoriale. Tout ce que nous demandions à RFI, c'était de cesser de démoraliser nos troupes qui étaient en mission à l'est du pays. Et de fait, depuis lors, nous n'avons plus enregistré de plaintes de la part de notre armée dans le sens que nous avions enregistré peu de temps auparavant, lorsque chaque matin on démoralisait les gens, on annonçait même leurs mouvements, on signalait lorsqu'elles manquaient d'essence. Vous comprenez que c'est une façon de collaborer avec l'ennemi et de faciliter les choses à ces ennemis qui sont des forces reconnues comme forces négatives par le monde entier. Et une chaîne de radio internationale était en train de les aider, peut-être sans le savoir. Nous devions mettre bonne fin à cela, après que j'ai fait 2 voyages à Paris pour attirer leur attention. Donc toujours il y a une phase d'explication qui précède, mais lorsqu'on ne nous écoute pas, nous utilisons le pouvoir régalien que le peuple nous a donné par la voie des élections pour protéger l'État. Il n'y a que cela qui peut nous faire mouvoir. S'agissant de RLTV, les ONG de défense de la liberté de la presse, notamment l'OMEC, veulent qu'il y ait des concertations entre le ministère et ces ONG-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Des concertations existent, mais lorsque j'applique une disposition de la loi qui me donne des responsabilités, je n'ai pas à exercer mes responsabilités de concert avec une association professionnelle, avec un groupe privé, pas du tout. J'exerce pleinement mes attributions, le ministre est responsable de son ministère, et croyez bien que le jour où je ne le fais pas correctement, ou qu'on me convoque devant la représentation nationale, l'Assemblée nationale ou Sénat pour m'expliquer, je ne me ferai jamais accompagner d'un membre de ces organisations qui prétendent régir mon ministère avec moi. J'exerce des fonctions qui sont tout à fait régaliennes à la tête du ministère de la Communication et des médias. Les associations dont vous parlez, j'ai entendu des critiques, notamment de l'OMEC. Ça m'a assez surpris. L'OMEC est une structure de droit privé. Je ne vois pas ce qu'elle viendrait faire dans l'exercice des attributions du ministre de la Communication et des médias. L'OMEC travaille pour la promotion et la défense de la déontologie au sein de votre profession. Des mesures peuvent être prises par l'OMEC. Je n'ai pas à donner des injonctions à l'OMEC et je me demande bien ce qui permet aux responsables de l'OMEC de penser qu'ils peuvent me donner des injonctions. Je ne vois vraiment pas où cette chose-là peut fonctionner dans ce sens-là. Moi, je fais de la réglementation, moi j'applique les lois de la République, je sanctionne le non-respect des lois de la République, et je ne vois pas comment un ministre, sanctionnant le non-respect des lois de la République, a à négocier ce pouvoir-là d'appliquer les lois de la République avec des structures privées comme l'OMEC. On a parlé du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dont les attributions continuent d'être exercées. Justement, qui doit sanctionner, qui doit fermer? Est-ce de votre ressort ou du ressort de l'autorité de régulation? Mais je ne sais pas si vous pensez que lorsqu'on a créé l'autorité de régulation, ce n'est pas par la loi sur la CESAC.
on a créé l'autorité de régulation par la loi sur la haute autorité des médias. Et le CESAC vient simplement reprendre la suite. Mais d'où tirent ces gens l'impression qu'ils essaient de répandre dans les médias que la création de la AM ou la création du CESAC égale la suppression du ministère de la Communication et des Médias? Mais d'où est-ce qu'ils tirent cela? Je ne sais pas s'ils l'auraient souhaité, mais la loi congolaise n'a pas prévu que le ministère disparaisse avec ses attributions par le fait de l'existence d'une haute autorité des médias ou d'un conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui sont chargés de la régulation. On dit bien qu'ils sont chargés de la régulation. Et il s'agit bien de deux structures totalement différentes. Le CESAC est une institution d'appui à la démocratie. Le CESAC n'a aucun pouvoir régalien. Le CESAC n'a pas de pouvoir réglementaire. Le CESAC n'est pas chargé d'appliquer la loi. Le ministère est une partie du pouvoir exécutif de ce pays. Il a le pouvoir régalien, donc il a la force publique pour exécuter les dispositions de la loi. Il est chargé par la Constitution d'appliquer les lois de la République. Il collabore, bien sûr, avec le CESAC, parce qu'on travaille dans le même secteur, mais il n'y a pas de dépendance. Le CESAC est indépendant du ministère, et le ministère est totalement indépendant du CESAC. Je sens dans les raisonnements une sorte de divagation intellectuelle, qui voudrait que le ministère soit transformé en une structure auxiliaire du CESAC. Et même l'OMEC croit que nous sommes l'auxiliaire de l'OMEC. C'est ridicule. Un gouvernement qui tire son pouvoir de la représentation nationale, c'est-à-dire du peuple, ne peut pas devenir l'instrument d'une structure de droit privé qu'est l'OMEC, même s'il est appelé à collaborer avec lui, ne peut pas devenir une structure auxiliaire d'un organe d'appui à la démocratie qu'est le CESAC, même s'il doit collaborer avec lui. Chacun doit respecter son secteur, chacun peut prendre des mesures en ce qui concerne son secteur. Je ne ferai jamais de la régulation, je ne m'occuperai pas de la déontologie des médias, mais ni l'OMEC ni le CESAC ne viendront faire la réglementation, ni le CESAC ni l'OMEC ne viendront appliquer les lois en matière de communication et des médias dans ce pays, en lieu et place du ministère, et ils ne sont pas attitrés pour prendre les sanctions contre des gens qui violent la loi congolaise sur la liberté de la presse. Ceci relève du ministère. Lisez bien la loi 96. Ailleurs, il y a une sorte de pacte de paix à la veille des grandes échéances. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir, je reviens sur la concertation, il va falloir créer de cadres de concertation à la veille de ces échéances électorales que nous attendons tous pour éviter justement d'éventuels dérapages au lieu d'attendre qu'il y ait des dérapages pour sanctionner. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour qu'il y ait des mesures en amont pour éviter justement qu'on en arrive à des dérapages? Non, je pense que appeler dérapage, globaliser ce qui s'est passé, ce serait peut-être aller vite en besogne. Nous avons eu un cas extrême, il est vrai, de violation des lois de la République par une station de radio et de télévision que nous avons rappelée à l'ordre, et nous nous sommes concertés avec cette station et nous sommes arrivés à un entendement commun qu'il faut éviter à l'avenir ce genre de choses, et nous avons remis les pendules à l'heure. Cette station a été réautorisée à émettre. Je ne vois pas vraiment, sinon pour des raisons... Vous n'avez pas subi de pression internationale, par exemple, ou des ONG ou des ONG locales? Est-ce que vous m'avez bien regardé et vous avez suivi ma trajectoire pour imaginer que je peux subir ce genre de pression? Souvenez-vous, avec RFI, vous croyez que RTV est plus puissante que RFI? Nous avons subi des pressions que vous ne pouvez pas imaginer pour RFI, pourtant tant que nous n'avions pas obtenu cette lecture commune de nos intérêts nationaux en ce qui concerne les forces armées avec RFI, nous avons affronté la bourrasque. 18 mois, ils sont restés. Ils auraient pu être réouverts après 5-6 mois, mais puisque justement ils avaient l'impression de vouloir mettre la pression sur nous, nous sommes cabrés et nous sommes restés 18 mois et le ciel n'est pas tombé sur la terre. Donc dites-vous bien que ça ne marche pas avec un gouvernement qui tire sa légitimité
d'une source populaire, vous ne faites pas des pressions. Il faut me convaincre. Il ne faut pas chercher à me vaincre. Parce que si vous voulez vaincre ce gouvernement, c'est que vous voulez vaincre le peuple congolais. Parce que nous sommes issus du peuple et nous ne l'accepterons jamais. Les intérêts privés ne nous vaincront pas. Il y a une concertation permanente. Vous n'avez pas enregistré de réaction de l'autorité qui joue actuellement le rôle du CESAC. Je suis assez surpris de la sortie en flèche de l'OMEC, avec lequel nous avions pourtant de bons rapports, et j'aimerais bien comprendre si l'OMEC agit comme une structure chargée de promouvoir la déontologie dans la profession, ou comme une structure d'appui à certaines forces de l'opposition, parmi lesquelles celles qui parrainent RLTV. J'ai dû prendre une deuxième décision concernant une chaîne de Lubumbashi qui est proche de la majorité. Curieusement, l'OMEC ne réagit pas. Mais dès qu'on a pris une décision contre une chaîne proche de l'opposition, l'OMEC a réagi. Alors là, ça me met un peu mal à l'aise, j'aimerais comprendre cela. Mais, quoi qu'il en soit, je suis ouvert à une concertation. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait des incidents, mais je tiens à dire que quiconque essaiera de violer les lois et les règlements, quiconque s'opposera à la paix publique dans ce pays, quiconque tentera de perturber l'ordre public, appellera les Congolais à la violence, trouvera le ministère sur son chemin, et ce n'est pas les pressions que l'on peut multiplier à l'infini qui nous motiveront à lâcher nos responsabilités pour faire plaisir à qui? Quiconque osera, trouvera le ministère sur son chemin, on peut dire que ce sont des menaces que vous proférez à la profession? Pas du tout. Lorsqu'on dit que la loi doit être appliquée, ce n'est pas une menace. C'est une évidence, il n'y a pas d'état de droit sans respect des lois. Nous rappelons simplement que nul n'est censé ignorer la loi. Et lorsque vous faites semblant d'ignorer la loi parce que vous voulez inventer des lois à vous, qui transforment des gouvernements en des auxiliaires de groupes privés, nous disons, on vous rappelle simplement l'existence des textes de loi. Il ne s'agit pas de menaces. Chaque citoyen est obligé de respecter la loi. Celui qui ne respecte pas la loi subit les rigueurs de la loi. Il n'y a aucune menace. Je pense que même vous, des médias, vous faites la promotion du respect des textes, vous faites la promotion du respect de l'état de droit. Nous ne disons pas autre chose. L'état de droit chez nous, c'est la liberté des médias. Mais l'état de droit chez nous, c'est aussi l'ordre public. L'état de droit, c'est la sécurité. Et l'état de droit, c'est la reconnaissance à chacun de ses compétences. Et je ne vois pas un législateur, parmi ces gens dont vous avez parlé, qui va venir modifier la loi congolaise aujourd'hui pour que le ministère de la Communication devienne un organe auxiliaire du CESAC ou de l'OMEC. Ça, c'est inventer des choses qui n'existent pas. Chacun doit faire ce que la loi lui reconnaît comme compétence, et nous aurons alors fait quelque chose pour que l'état de droit triomphe chez nous. C'est peut-être par cette exhortation que nous bouclons cette interview, Monsieur le ministre.